Mesdames, Messieurs, si vous aimez les sportifs, et c'est sûrement le cas, puisque vous êtes là, si vous aimez les sportifs et les sportives, c'est maintenant qu'on va les rencontrer, c'est maintenant qu'on va parler avec eux, c'est maintenant qu'on va avoir quelques échanges. Hein, on va parler un peu de la coulisse, on va parler un petit peu du sport de haut niveau, hein, et ça va durer quelques instants. Il n'y a pas d'intervention magistrale, donc c'est complètement ouvert. C'est complètement ouvert à la discussion et à l'échange. Alors, elle est là, donc je la vois et je vais pouvoir vous la présenter. Je pense qu'ils sont tous là. On va commencer par Alexandra. Elle est là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, internationale de handball, vous la connaissez bien. Un applaudissement pour Alexandra Lacrabert, s'il vous plaît. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très très bien. Voilà. Je vous donne un micro. Vous allez être rejointe par d'autres. J'espère qu'ils sont arrivés. Nous avons deux spécialistes de l'aviron. Est-ce qu'ils sont là? Oui, ils sont là. Allez, ils arrivent. Hugo Boucheron, Mathieu Androdias. Voilà, lequel est Hugo? Salut Hugo, c'est avec toi que j'ai parlé au téléphone. Voilà, bonjour Mathieu. Voilà, et puis nous avons un freestyler. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici, le freestyler? Il s'appelle Richard Permin. Il n'est peut-être pas arrivé encore, c'est pas grave. Quand il arrive, il vient nous rejoindre et on se fera un plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Alexandra, c'est la forme? Parfait. Bon, alors, il n'y a pas de principe particulier, on ne va pas vous demander de faire un speech, on va échanger avec le public et puis on va commencer par le commencement, on va parler déjà de votre actualité à tous. Donc, quelle est votre actualité en ce moment? Vous êtes en plein championnat. On est quoi là? Oui, on est septembre. Donc, les championnats ont repris. Oui, je suis en plein championnat actuellement arrêté parce que j'ai vu. Alors, vous pouvez peut-être nous dire ce qui vous est arrivé? J'ai une petite rupture partielle d'un ligament du oui. petit doigt. Donc, ça dure combien de temps ça? 3 semaines d'arrêt. Du coup, je vais rater le rassemblement avec l'équipe de France qui commence demain, pardon. C'est pour les qualifications de l'Euro. Mais voilà, il faut savoir s'arrêter pour mieux repartir. Voilà, on a le mondial en décembre, donc c'est un peu plus important aussi. Très bien. Donc ce championnat d'Europe, c'est le championnat d'Europe, hein, c'est ça que vous venez de dire? Là, on joue le championnat du monde en décembre. Championnat du monde en décembre. Et qui va avoir lieu à Kumamoto, au Japon. Très bien. Donc le Japon, vous avez vu, vous avez vu que ce matin, le Japon a porté chance à l'équipe de France. Donc on espère que ce sera la même chose pour vous. Donc là, c'est stage de préparation. C'est stage de préparation, mais des qualifications aussi pour l'Euro 2020. D'accord, donc vous êtes sur deux chantiers à la fois, si j'ose dire. Enfin, l'équipe de France est sur deux chantiers à la fois. Exactement. D'accord, très bien. On parle de votre club 2 minutes. Où est-ce que vous jouez? Je joue à Fleury-les-Aubrais, c'est à Orléans. Donc voilà, on se bat pour les playoffs. Je ne sais pas si on connaît un petit peu le système playoff play-down. Vous pouvez expliquer, hein, tout le monde ne connaît pas. On a des 10 matchs, 20 matchs réguliers dans la saison. Et les 8 premiers sont qualifiés pour pouvoir participer aux quarts de finale, demi-finale et finale pour remporter le championnat de France. D'accord. Les 4 autres équipes se battent pour ne pas descendre. Voilà. Et alors là, vous en êtes où là, sur le sujet? Actuellement, on est 4e, mais bon, c'est que le début de championnat, on va pas s'exciter. Hein. Non, il ne faut pas s'exciter. Très bien. Merci de votre présentation. Les garçons, ça va? Alors c'est lequel qui était à l'étranger? C'est vous, hein? Non? Oui, c'est moi. Parce que quand j'ai eu Hugo, il m'a dit, mais je suis tout seul en ce moment, il n'est pas là. Alors, on dit 2 mots de votre actualité en ce moment. Donc vous êtes au Cercle d'Aviron de Lyon. Hein, c'est ça. Alors, je connais mal la discipline, ne m'en voulez pas. Est-ce qu'on est en début de saison, en cours de saison, en fin de saison? C'est la trêve? C'est quoi là maintenant? Alors, pour le moment, c'est un timing un petit peu différent. On vient de terminer la saison, mais elle recommence très vite. Elle recommence lundi. Donc on a eu quelques jours pour se reposer un petit peu. Et puis, on venait à peine de décrocher notre ticket pour Tokyo. Alors, c'est ce qu'on s'est dit au téléphone. Hein, ça y est, vous êtes qualifié pour Tokyo. Donc, plus de soucis de ce côté-là? Plus de soucis. Alors après, il va y avoir une concurrence interne puisque la qualification n'est pas nominative. Donc il faut encore qu'on prouve que nous sommes les 2 meilleurs Français pour aller dans ce bateau. Et donc là, ça commence lundi, un tunnel pendant 9 mois jusqu'à la finale des Jeux. Voilà. Alors, comment vont être occupés ces 9 mois? Enfin, de quoi vont-ils être faits? Comment ça va être rythmé? Parce que je suppose que ce n'est pas 9 mois, ça va être rythmé, 6 jours sur 7. On va être la moitié du temps en stage avec notre fédération, avec l'équipe de France. Et puis le reste du temps, on sera sur Lyon. Ça va être rythmé par
par des heures et des heures d'entraînement, par à peu près 20-25 heures effectives d'entraînement par semaine. Et puis sur de la récupération, sur de l'optimisation, sur de la préparation mentale, etc. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va faire pendant 9 mois. Donc c'est 60% de votre temps qui va y passer. Ouais, c'est ça, près, c'est hein, 6 jours et demi, 6 jours et demi sur par 7, semaine, ouais. 2 entraînements par jour. C'est sûr, c'est pas une très bonne pub pour l'aviron, hein, ça fait pas rêver, mais c'est le quotidien pendant l'hiver. Et puis après, on sort le bout de notre nez sur la saison qui va être une saison quasiment normale, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, etc., avec les Jeux en juillet, fin juillet. D'accord. Quelles sont vos chances aux Jeux? Alors vous allez me dire, je sais que vous êtes modeste, mais objectivement. Alors il y a 13 bateaux, je crois. Hein. Parce que j'ai lu ce que tu m'as envoyé quand même. Hein. Il y aura 13 bateaux qualifiés. Il y a 13 bateaux qualifiés. Notre objectif, c'est forcément de gagner. Enfin, au moins la médaille, on aimerait gagner puisqu'on est champion du monde l'an dernier, champion d'Europe. Donc on fera partie des favoris. Donc l'objectif, il est clair, quoi. Et puis de toute façon, les Jeux, Matt a fait ceux de Londres, on a fait ceux de Rio ensemble. Donc là, ça va être deuxième et troisième jeu. Donc avant, on n'a jamais eu de médaille. Donc là, on mise vraiment tout sur Tokyo. Ouais. Alors, très objectivement, je présume que vous connaissez tous les adversaires que vous allez avoir. Sur les 13 bateaux, vous les connaissez. Vous connaissez les 26 personnes qui sont dedans, hein, je présume. Donc vous savez quelles sont vos forces, vos faiblesses, les handicaps que vous pouvez éventuellement avoir sur certains équipages? Oui et non. Alors là, en effet, on a dégraissé tout le niveau mondial. On a pris les 13 meilleurs. Il y en avait 35. Donc déjà, c'est la crème. Hein, mais on se connaît tous. Mais le contexte est quand même en train de changer. On se connaît tous, mais la densité est en train d'augmenter. Il y a toutes les nations qui se rapprochent des meilleurs parce que ça se professionnalise énormément à l'étranger. Donc notre quotidien va vraiment déterminer ce petit avantage qu'il va y avoir à la fin. Voilà. De qui doit-on avoir peur, en dehors de vous? Alors, je pense que 13 bateaux peuvent monter sur le podium. On est vraiment sur une catégorie qui est à ce point dense. Alors, il y a toujours des bateaux qui vont se planter, parce que dans la préparation, il y en a qui vont se planter. Ce ne sera pas nous. Et puis, il y en a qui vont montrer la forme d'un jour, puisqu'on sait tous que les Jeux, c'est la course d'un jour, quoi. Il peut tout se passer, quoi. Il peut tout se passer, et c'est ce qui est passionnant dans ce jeu-là. Très bien. Merci de ce panorama. Vous nous faites envie, là. On a envie de suivre votre préparation pour vous encourager. Alexandra, vous avez déjà fait les Jeux? Oui, ça va être mes 4e. Ça va être les 4e. C'est vrai que vous avez un ticket d'abonnement, vous, depuis longtemps. Hein, d'accord. Vous êtes toujours aussi, vous avez toujours autant envie, au bout de la 4e Olympiade, vous avez autant envie que la première? Bien sûr qu'on a toujours envie déjà d'y participer et de faire une belle prestation, d'autant plus avec les résultats qu'on est en train de faire avec l'équipe de France, champion du monde, champion d'Europe, Bien sûr. et championne olympique sur la dernière Olympiade. Donc voilà, on est à un but de la médaille d'or. J'espère que cette fois-ci, ça va être en notre faveur. Alors je pose la même question que j'ai posée aux garçons. De qui faut-il avoir peur? Qui est-ce qui va être véritablement votre adversaire, vos adversaires directs? Nous, c'est beaucoup la Russie et la Norvège qui sont nos adversaires directs, clairement. On a battu la Norvège au mondial et la Russie à l'Euro. Donc voilà, on est vraiment des équipes, des nations très très fortes. Après, nous, tout dépendra des blessures qu'il y aura dans le collectif. Il y a toujours des joueuses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Actuellement, la Norvège est mal partie parce qu'elles ont 6 absentes et donc 4 majeures. Ah oui, il faudrait que les Jeux aient lieu maintenant, alors. Hein, voilà. Oui, exactement. Ouais. Alors, on ne gère pas le timing. Cette équipe de France, elle est toujours au sommet. Hein, vous êtes toujours au top. Est-ce qu'il y a des petites nouvelles? Est-ce qu'il arrive une génération On a des jeunes qui arrivent, mais par petite phase. Malheureusement, on n'a pas forcément une bonne formation au niveau du handball féminin. Les garçons ont une très bonne formation, des jeunes. Ça se voit, ils ont toujours 7 jeunes qui arrivent, qui arrivent à tenir le niveau. Il y a un bon réservoir, oui. Hein? Et nous, on a malheureusement beaucoup de mal à avoir un gros réservoir derrière. Donc, je pense qu'après les JO, on va être au moins 7 anciennes à arrêter et il y aura un gros vide. Ouais. Comment on explique cette pénurie de jeunes joueuses? C'est parce que la discipline ne fait pas rêver les filles Non, je pense que c'est les formateurs féminins qui forment les filles soit qui ne sont pas au niveau, soit qui n'ont pas forcément les bonnes structures aussi. Parce que quand je vois que les structures masculines ont beaucoup plus
de moyens pour former des jeunes joueurs. Voilà, c'est niveau financier et niveau compétences aussi, je pense. D'accord. Alors, il faut espérer que ça change. Hein, mais bon, J'espère. apparemment, là, pour les prochaines Olympiades, c'est la même structure d'équipe que vous allez avoir juste une ou deux petites nouvelles. C'est pas moi qui fais la sélection, Non, donc je sais j'imagine. pas. J'imagine. Je ne vous demande pas de donner des noms. Hein, je ne vous demande pas de vous engager. Mais, Non, je pense que la structure va être la même que Ouais. le dernier Euro. Je pense. Très C'est bien. mon avis. Alors, par contre, vous nous annoncez une mauvaise nouvelle, c'est qu'après, là, vous allez être plusieurs à vous arrêter. Oui, parce qu'on commence à avoir la trentaine, voire passé. Ouais, Actuellement, je suis en pleine reconversion professionnelle aussi. Donc, j'allie le sport et les études. Je suis en école psychomotricienne. Donc, voilà, c'est pas évident, mais j'y arrive. Très bien. Écoutez, on vous souhaite le meilleur. On espère pour vous que tout ira bien. D'abord, revenir de cette blessure et Ça va ensuite. aller. Voilà. Les garçons, on avait évoqué avec vous, avec Hugo, le fait que l'aviron n'était pas le sport le plus médiatique et le plus développé en France. Hein. Il y a le football un peu avant, le rugby un peu après. Et pour être un peu plus sérieux, c'est une petite discipline, on va le dire comme ça, c'est pas péjoratif. Et forcément, ça vous amène des quotidiens qui sont un peu difficiles, peu de moyens. Oui. Hein. Oui, forcément, c'est forcément lié. On a quand même une fenêtre médiatique qui sont les Jeux Olympiques, où on a la chance d'être une discipline qui est assez regardée. Hein. Oui. Puisque les gens regardent des Oui. disciplines qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en général. Donc on a cette fenêtre-là, et puis on a plus de 3 ans et demi d'anonymat qu'il faut derrière gérer, avec des moyens qui sont les nôtres, avec des ressources qui sont les nôtres, et dans un contexte, comme je le disais, qui change beaucoup, puisqu'il se professionnalise. Donc on arrive quand même à un virage qu'il nous faut prendre si on veut continuer à ramener des médailles, puisque l'aviron est une petite discipline, mais qui ramène quand même Pourvoyeur de une médailles depuis belle longtemps. moisson. Ouais, souvent, je crois que c'est pas arrivé que l'aviron ne ramène pas de médailles aux Jeux Olympiques. Je crois qu'à chaque Olympiade, on a connu Franck Solforosi et tous ces garçons-là. Par exemple. On les a eus ici au Loup, ils sont venus, on les a présentés. Donc on sait qu'en plus à Lyon, il y a une vraie tradition d'aviron. Alors, comment vous arrivez à vous entraîner de façon performante? Parce que j'imagine que dans certains pays, il y a plus de moyens, il y a plus de structures. Là, on arrive tous les jours, parce que ça ne doit pas être facile de monter dans son bateau le matin avec la brume hein, ça ne doit pas être simple. Oui, vu qu'il y a très peu de moyens, donc du coup on est moins bien suivi sur un peu tous les paramètres, hein, sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan médical. Est-ce que vous avez des préparateurs physiques? Non. Voilà. Non, on a un entraîneur technique, et puis après le reste, on se motive avec Matt. Et on ne peut pas imaginer dans une discipline exigeante comme l'aviron ne pas avoir ne pas faire de préparation physique. Donc comment faites-vous? Vous vous motivez tous les deux? Ouais, on essaye de faire le taf, ouais. De toute façon, on n'a pas le choix si on veut essayer d'exister, si on veut essayer de réaliser un peu notre rêve, quoi. Enfin, c'est de faire des médailles au championnat du monde et puis de gagner les Jeux. Forcément, on est obligé de se bouger, quoi. On essaye de se motiver en étant en concurrence un peu toute l'année avec Matt. Donc on essaye j'essaye d'aller plus vite, il essaye d'aller plus vite que moi. Bon, à ce jeu-là, il est encore un peu meilleur. Des fois, j'y arrive. Donc on est un peu sur cette concurrence individuelle qui nous pousse vers le haut, qui nous tire vers le haut. Donc voilà comment on fonctionne aujourd'hui. Voilà, on essaye de trouver des moyens supplémentaires qui va nous permettre d'avoir une marge supplémentaire par rapport aux autres pays, quoi. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de préparateur physique, par exemple, c'est quoi? C'est un problème de moyens financiers? Oui, de structure? Oui, d'envie de notre fédé, et puis aussi et puis de moyens financiers. Ouais. Il y a les deux. Ouais. Oui, une certaine ouverture, mais après la conséquence directe, c'est aussi que derrière, on doit assurer un parcours universitaire, des études et puis un emploi qui nous permettent de ramener un petit peu de pain à la maison quand même, Bien parce sûr. que c'est un sport passion. Mais il y a derrière une réalité. Moi, j'approche la trentaine, Hugo est un petit peu plus jeune. On a des projets personnels. Donc tout ça, il faut quand même y penser dans une vision globale. Et on a la chance, alors c'était pas le cas au Jeux de Rio, ça change, et ça change assez vite. Maintenant, on a des emplois aménagés. Alors moi, personnellement, je suis chez Atos, ici à Lyon, qui me détache à la hauteur de mes obligations sportives. Et Hugo, lui, il est à l'armée, dans un dispositif à peu près similaire. Ça, c'est énorme pour nous parce que ça nous permet d'être à 100% dans le sport, quoi. C'est l'exigence aujourd'hui du très haut niveau, de toute façon. Vous êtes inscrits tous les deux, je crois, sur la liste élite. Hein, Ouais. donc, c'est ça.
c'est un aménagement, ça c'est un statut un peu meilleur, on est d'accord. Mais dans le quotidien, tout n'est pas simple parce qu'il y a un cruel manque de moyens pour une discipline sportive qui ramène des médailles. C'est assez anachronique. Oui, tout à fait. C'est ça, mais c'est quelque chose ce mécanisme qu'on a toujours connu, qui nous a permis d'atteindre un certain niveau. Aujourd'hui, le but pour Hugo et moi, c'est d'aller chercher ce petit plus professionnel dans la structure, dans la structuration, pas dans les moyens. C'est pas forcément ce qu'on recherche, mais dans les ressources qui nous permettent d'atteindre l'exigence qu'ont nos adversaires aujourd'hui, quoi. Alors, on prend le bateau le plus concurrentiel, le bateau étranger qui peut vous battre ou qui est au même niveau que vous. Je ne sais pas lequel est le meilleur étranger, mais quels sont les moyens dont ils disposent? Bah déjà, quand on discute un petit peu avec eux, alors qu'ils ont connu leur transition professionnelle il n'y a pas si longtemps, ils ne comprennent pas comment on puisse travailler ou faire des études à côté. Donc déjà pour eux, ça c'est une énigme, parce que chez eux, ils s'entraînent 3 fois par jour. Donc, alors chez eux, c'est où? Ils sont quoi? Ils sont allemands? Ils sont néo-zélandais, ils sont anglais, de plus en plus de pays de l'Est qui maintenant rentrent dans des dispositifs avec l'armée, les douanes, etc. Donc ce sont des athlètes professionnels qui ne font que ça. Alors peut-être qu'ils ne mettent pas de billes de côté non plus pour leur vie d'après. C'est peut-être notre avantage aujourd'hui, mais sur le plan purement sportif, ils ont aujourd'hui des structures professionnelles qui regroupent sur un lieu unique toutes les ressources, tous les moyens, et qui fait une grande différence. Donc on arrive à se battre encore avec nos armes, mais je pense que si on ne prend pas ce virage, de toute façon, il le faudra. De toute façon, il le faudra. Alexandra, est-ce qu'on a ce problème de manque de moyens dans le handball féminin? Vous avez des préparateurs physiques quand même. Oui, on a des préparateurs physiques, mais c'est pas tous les clubs. C'est pareil, c'est pas la priorité dans le handball féminin de mettre des sous sur un préparateur physique. On n'a pas beaucoup d'argent non plus dans le handball féminin, donc ils préfèrent payer les joueuses et un entraîneur. Même au niveau kiné, les kinés viennent beaucoup bénévolement. Donc moi j'ai mon préparateur physique, j'ai la chance de l'avoir, qui me suit depuis 2 ans, mais c'est extérieur du club. Mais sinon les autres n'en ont pas. C'est souvent l'entraîneur qui fait aussi la préparation. Est-ce qu'on peut raisonnablement, dans ce niveau de sport, je connais un tout petit peu le handball, je me rends compte quand même que c'est un sport de contact, que c'est quelque chose de voilà, il faut quand même être préparé physiquement. Est-ce qu'on peut se payer le luxe de ne pas avoir de préparateur? C'est très compliqué. Non, c'est très compliqué. C'est un sport qui est devenu de plus en plus physique. On le si voit, on n'est pas bien hein. préparé, on ne tient pas une mi-temps sur un terrain. Soit on se blesse, ou soit physiologiquement, on n'arrive pas à tenir 1 heure. Donc il faut véritablement avoir au moins un préparateur. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que la préparation physique et la musculation est beaucoup plus importante que le handball. Oui, alors ça, le temps passé sur un terrain on a tendance à le voir dans beaucoup de sports de ballon. Hein. C'est comme ça dans beaucoup de sports. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement d'une semaine de travail? Oui, en fait tous les matins on fait à peu près 20 km sur l'eau, donc ça représente au moins 1h30 de rame, d'entraînement. Et puis idéalement ensuite on a une séance de récupération. Et l'après-midi c'est 1h30, 2 heures de cardio, donc en salle, ou de musculation sur une muscu qui est basée sur l'endurance, sur la force endurance. Donc on essaye de faire ça tous les jours jusqu'au dimanche matin, et puis l'après-midi, le dimanche après-midi, on fait une petite coupure. Voilà. C'est des semaines bien remplies, hein? Vous vouliez dire, Alexandra? Et entre-temps, vous allez au travail? Non, plus maintenant. C'était le cas avant, ouais. Jusqu'au jeu de Rio, c'était le cas. Donc on devait faire nos 35 heures et puis enchaîner sur l'entraînement, quoi. Mais bon, c'était compliqué de faire de la qualité. Enfin, moi, je me souviens, l'entraînement de l'après-midi était souvent bâclé, ouais. Mais les Jeux de Rio, par exemple, puisque vous en parlez, ne vous ont pas amené d'ouverture particulière en termes de moyens techniques, de structure, d'aménagement? Il aurait sûrement fallu qu'on gagne. On a fait 6e. Et de toute façon, au jeu, il y a les participants, les médaillés et les champions olympiques. Et voilà, quand on est juste participant, on s'en est bien rendu compte. Voilà, c'est un peu normal aussi. On récompense les meilleurs, mais voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut, de toute façon, pour qu'un sport éclore, il faut des stars.
Et on n'en est pas encore là, on espère devenir. Alors mettons-nous dans la bonne dynamique. Vous êtes médaillé, vous êtes sur le podium. On va pas chercher la couleur pour l'instant. Forcément, ça changera quelque chose. Oui, parce qu'en termes de visibilité, de toute façon, les Jeux Olympiques, une médaille et puis une médaille d'or, ça change la donne. Hein. Tu sais ce que c'est. Ça a changé la donne, Alexandra, pour vous? Nous, on a gagné, on a été vice-champion olympique, Oui. ça avait déjà changé la donne, donc j'imagine très bien ce que ça aurait pu être. Alors, quand on dit ça change la donne, c'est quoi? C'est des moyens supplémentaires qui sont alloués au handball? C'est un quotidien plus facile, plus... Oui, c'est des moyens, c'est une visibilité au niveau des médias aussi, au niveau financier, des partenaires, des nouveaux sponsors Qui vont arrivent, venir ouais. aussi, donc c'est Plus de public? plus de public aussi. Et, J'ose pas vous poser la question, parce que le public, vous, c'est que dans les grandes compétitions. Oui, et puis un public d'initiés, quoi. Le créneau qu'on a eu, qui date un petit peu, c'était Londres, avec un public extrêmement connaisseur, puisque les Anglais, ils sont friands de rame. Ah, et les C'est Anglais eux adorent ça. Ouais. Ah, ils adorent ça, donc très très connaisseurs et très nombreux. Là, il y a eu un vrai projecteur chez eux, c'est pour ça qu'ils ont monté vraiment avec d'énormes moyens, et ils ont raflé un paquet de médailles À Londres À notamment. Londres. Ah ouais, c'était impressionnant. Et puis bon, Mais- ils ont une course centenaire qui est. Ouais, bien sûr. voilà, Il y a tout le qui contexte fait culturel. le spectacle. Quoi. Ouais, bien sûr. Tout ça qu'on n'a pas chez nous, cette culture universitaire. Là, dans les pays anglo-saxons, tout le monde a touché une rame quand il est allé à la fac, quoi. Et ça fait une grosse différence parce que ça forme un réservoir colossal. Donc ça, c'est très différent. Ce qu'il vient de dire me fait rebondir sur quelque chose. Vous disiez qu'il n'y avait pas de jeunes filles, ou en tout cas peu qui arrivaient en élite. Pourtant, le handball est un sport qu'on apprend dans la cour de l'école. oui, c'est vrai qu'on a la chance, nous. C'est un sport scolaire c'est un par sport excellence. scolaire, je pense que c'est l'un des premiers, je pense qu'on a. Je crois, qu'on oui. apprend. Donc je pense que c'est vraiment le suivi de la formation qui est Ouais. vraiment derrière. Donc ça veut dire qu'on les perd en route, les jeunes filles. Là. Oui, on les hein. perd en route, ou alors il y a des critères de sélection qui pour moi ne doivent pas avoir lieu. Peut-être une jeune qui est trop petite, on va lui dire ben non, tu as 2 cm en moins, mais alors que techniquement ça peut être la meilleure, elle ne sera pas prise, et je trouve ça dommage d'avoir des critères de sélection à cet âge-là. Très bien. On va terminer par quelque chose que vous m'avez mâché. Vous m'avez mâché le travail. Vous avez marqué les conditions de notre succès. Alors je vais énumérer les conditions du succès de ces garçons pour qu'ils aient une médaille d'or. Comme ça, vous l'entendrez. Compléter le dispositif fédéral pour disposer de tous les moyens nécessaires à notre programme. Moyens humains, préparation physique, mentale, ostéo, kiné. On vient d'en parler. Et aujourd'hui, ça ne peut pas être pire. Il n'y a rien. Ou presque rien. Ouais, et puis quand on discute un petit peu avec des sportifs qui bénéficient de structures professionnelles, pour eux, ils n'arrivent même pas à concevoir qu'on ait pu atteindre ce niveau de performance sans ça, quoi. Pour eux, c'est presque inconcevable, alors que nous, on se bat pour essayer de compléter, on l'a dit, un dispositif qui existe avec ses moyens, qu'on essaye de compléter, nous, pour aller chercher ce qui nous sépare, je pense, de la médaille d'or olympique. Vous parlez de moyens de récupération. Est-ce que c'est en termes de temps? Est-ce que c'est en termes d'organisation des semaines de travail, ou c'est de la récup? Vous parlez de la récup purement physique? Ouais, c'est purement physique, c'est d'avoir les compétences au quotidien qui nous permettent de récupérer de la séance pour que celle d'après soit meilleure, quoi. Et tout simplement ça, quand on le fait tous les jours sur une saison et sur une Olympiade, la différence est énorme. Énorme. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. On travaille, alors on a le goût de l'effort, on aime ça. Quand c'est dur, en général, c'est bon signe. Mais je pense que l'écoute du corps, on s'en rend compte, parce qu'à 30 ans, moi, j'ai plus le même corps qu'à 20. Bien sûr. Et je me rends compte que j'ai peut-être loupé des choses sur la récupération. Ouais. Vous parlez d'infrastructures et de matériel spécifique. En quoi ça pourrait vous aider? Matériel spécifique, c'est quoi? C'est les bateaux? Alors, en plus, chez nous, on est un sport à matériel, et le matériel est excessivement cher. C'est-à-dire qu'un bateau, Alors, dites-nous ça, ce que ça coûte. voilà, un bateau individuel aujourd'hui coûte 18 000 €. Donc, 18 000 euros. quand on est sportif amateur, C'est un truc de fou, parce que c'est un truc de personne fou. n'imagine ça. Quoi. Non, non, non. 18 puis, 000 euros, un bateau pour deux. Pour 2, c'est 10 000 de plus. Et à Ah bon, là, huit, vous parlez quoi c'est- du skiff là vous parlez... Un skiff, c'est 18 000 euros. Ouais, et puis un 8, donc 8 gars dedans, c'est 50. Donc c'est quand même très cher, mais c'est tout en carbone, c'est hyper léger, hyper rigide. C'est un peu comme les vélos, quoi.
le moindre détail compte. Ouais, Forcément, je les- suppose qu'il les- les y a de la prix montent, technologie là-dedans, quoi, forcément. Alors aujourd'hui, vous entraînez sur des bateaux qui appartiennent à votre club? Ou qui vous appartiennent à vous? Qui appartiennent à notre club et à notre fédération qui nous mettent à disposition. Mais bon, si un jour il n'y a plus ça, nous, on est carrément dépendant de ça, quoi. Donc, D'accord. Et ça n'existe pas, les mécènes qui vous financent ce genre de choses? C'est peut-être une question idiote, mais vous n'avez pas de mécènes, vous, ça existe, mais pas pour nous. Ça existe, mais pas pour vous. S'il y a des mécènes, mesdames, messieurs, pour aider ces deux garçons, merci de vous présenter. Alors d'accord, on voit quand même que c'est pas simple tous les jours. Hein. Et vous terminez en disant trouver les partenaires pour financer le dispositif. Je vous ai un peu aidé là. Hein. Donc je vais le redire, mesdames, messieurs, s'il y a des mécènes. Mais bon, le partenaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Un partenaire ne va pas acheter un bateau. Il peut vous aider dans vos déplacements, il peut vous aider dans l'organisation générale de votre saison. Toutes les ressources dont on a parlé, hormis matériel, qui sont humaines, comme on veut aller chercher les bons, les bons, ça se paye, quoi. Bien sûr. Ça se paye. Et aujourd'hui, les emplois aménagés qu'on a payent le quotidien, mais ne sont pas alloués à la performance. On ne peut pas, quoi. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est ça. C'est pas des moyens de s'enrichir, évidemment, on est loin de ça. C'est plutôt des moyens pour aller chercher et positionner ces personnes ressources autour de nous, qui vont graviter, qui vont nous aider à aller chercher la médaille, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. On a bien compris le message. Alexandra, on termine par le handball. On n'a pas ces problèmes de moyens au handball, je ne pense pas. Non, nous, le ballon et les chaussures de hand, ça coûte pas très cher, donc on a cette chance Non, puis de nous aider. Enfin, les fédérations nous payent les ballons, on a souvent des sponsors individuels qui nous payent les chaussures aussi, donc nous, on n'a pas à penser à ça. On est beaucoup plus aidés quand même. On n'a qu'à penser à la performance sportive. Vous ne galérez pas pour travailler autant qu'eux peuvent galérer Non, on ne galère pas. Nous, on est vraiment conditionnés, on est vraiment dans de bonnes conditions pour aller chercher des médailles. Et tout ce qui est logistique, ce n'est pas notre ressort. Ce que vous savez bien faire, ce que le handball masculin ou féminin sait bien faire depuis plusieurs années. Donc effectivement, maintenant, les moyens sont au rendez-vous. Oui, ils sont au rendez-vous. Nous, on a demandé aussi, avec le retour d'Olivier Crumblos il y a 3 ans, d'avoir un préparateur mental. Parce qu'on en avait besoin. Tout le monde nous a dit vous n'avez pas de mental, ça n'a rien à voir. C'est pas qu'on n'a pas de mental, c'est qu'on veut travailler différemment. L'imagerie mentale est très importante aussi dans le sport de haut niveau. Et il faut arrêter de dire si les sportifs de haut niveau ont un préparateur mental, c'est qu'ils sont nuls mentalement. C'est pas ça, c'est un autre moyen de ressources pour atteindre la performance. Et vous en auriez besoin, vous, d'un préparateur mental? Je pense que certains jours, oui, vous en auriez besoin. Oui, mais je vois bien ce dont elle parle, puisque chez nous, c'était tabou il y a encore très peu de temps. Moi, je suis arrivé en équipe de France. C'était pas bien vu d'aller chez le kiné entre 2 séances. Et puis, préparation mentale, c'était un gros mot, quoi, parce que ça voulait clairement dire qu'on avait des faiblesses. On disait, bon, si tu as besoin de te soigner, tu vas voir le psy, quoi. Donc, on est dans cette mentalité-là aussi qui fait du mal au sport, qui appartient pour moi à vraiment un autre temps. Et qu'il faut dépoussiérer un petit peu. Et donc il faut aller chercher des moyens, mais aussi changer les mentalités, les approches par rapport à la performance de haut niveau. D'accord. Mesdames, messieurs, avez-vous des questions à poser à Alexandra ou à ces deux garçons? Je suppose que oui. François, je peux avoir un micro. Bonjour, moi je voudrais poser une question à Alexandra parce que je suis un ancien sportif de haut niveau. J'étais international de hand, mais en 73, 74, 75, gardien. Et j'étais très surpris parce que les filles ont eu d'excellents résultats ces dernières années. Mais en septembre, j'ai vu que les matchs féminins ne seraient pas retransmis. Et je n'ai pas vu de réaction, à part 2-3 réactions des filles comme ça entre elles en club, vis-à-vis de la Fédé, parce que je trouve ça moi inadmissible. Vous avez eu des très bons résultats et aucun match féminin ne sera retransmis du championnat. Bonjour. Si, il y a eu des réactions, mais après, on ne sait pas les dessous de ce qui s'est passé avec la fédération et surtout la Ligue Butagaz Énergie. Aujourd'hui, on a la chance. Moi, j'ai poussé une petite gueulante. Il y a eu 2-3 joueuses aussi qui l'ont fait. Du coup, ce qui est mieux, c'est qu'on va être passé sur l'équipe 21. Il y aura 20 matchs qui vont passer sur l'équipe 21 et sur la chaîne Sport en France, qui est la chaîne de CNOSF. Donc on a eu un retour positif. Je sais que Bein avait fait une proposition à la Ligue Butagaz que la fédération n'a pas acceptée. Bein a préféré avoir tous les matchs des garçons. Merci pour cette réponse. Mademoiselle? Je rebondis un peu sur ça, parce que vous avez eu effectivement des bons résultats. Et moi qui suis entraîneur dans un club de handball,
nous avons énormément de mal à avoir des joueuses féminines, notamment jeunes. Qu'est-ce que du coup la fédération fait par rapport à ça? Je sais qu'avant l'Euro, ils essayaient d'aller en contact avec les écoles. Oui, il y a eu pas mal d'interventions, mais ça a été vraiment sur une ou 2 années. Malheureusement, je pense que c'est encore une fois les formations, vraiment, je reviens sur ça parce qu'on a vraiment un problème au niveau formation, au niveau des jeunes joueuses, peut-être qu'ils leur donnent pas assez envie aussi, ou qu'ils les laissent trop sur le côté. Quand j'ai été à Aix-en-Provence et que je vois Fernandez qui prend les enfants de 8 à 10 ans, qui leur apprend à faire des passes, à faire des gestes très précis. Chez les filles, on n'a pas ça, il n'y a pas le temps et les formateurs, ils ne sont pas bien formés au niveau féminin. Et ils ne sont pas bien payés surtout, donc ils n'ont pas envie. Est-ce que la fédération se rend compte de ce retard qui se prend entre les garçons et les filles? Je pense, mais au jour d'aujourd'hui, la Fédé fait beaucoup pour les équipes de France, un peu moins pour les clubs. Maintenant, c'est compliqué parce on est séparés, la Ligue Butagaz et la Ligue All-Star League sont séparées de la fédération, donc c'est 3 entités différentes. C'est complètement différent, il faut avoir le temps de restructuration. Et j'espère que des sportifs anciennes comme moi qui vont arrêter continuera à aller à la recherche des jeunes pour les former, pour leur donner envie de continuer. Merci, ça me renvoie à une question pour les garçons. Comment devient-on, comment on monte dans un bateau et on devient athlète d'aviron? C'est quoi? C'est une transmission de famille, on est dans un milieu, parce que c'est encore une fois, c'est pas comme le handball qu'on joue dans la cour de l'école, hein, il faut le vouloir, aller sur un aviron. Je crois que tous les deux pour nous c'était un peu par hasard, ou alors c'est des problèmes de santé. Matt c'était des problèmes de dos, lui c'était soit natation ou aviron il me semble. Il a choisi l'aviron, moi c'était parce que c'était pas loin de chez moi, et puis après il y a quand même une ambiance assez familiale, c'est une sacrée école de vie, parce que dans les clubs, surtout dans le nôtre, une sacrée ambiance. Donc voilà, on y va vraiment parce que voilà, on se fait des amis, et puis le sport d'extérieur pour l'esprit est vachement bénéfique, quoi. Quand on est gamin, on préfère. Enfin, moi, je préférais aller dehors que rester à l'intérieur. Donc ça se fait comme ça, et puis en fil en aiguille, on s'attache au sport, on s'attache à la compétition, on s'attache à l'envie de gagner. Voilà comment ça se crée, quoi. Alors ça renvoie à une question. Est-ce que vous avez une relève? Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui dans vos clubs ou au niveau national? Parce que encore une fois, je suppose que le réservoir ne doit pas être très gros. Hein? Non, pas très gros. Moi, je m'étais promis d'arrêter quand je me ferais pousser à la porte par les petits jeunes. Je crains de devoir continuer un petit peu sur Paris, quoi. Donc, on a un réservoir. Alors, c'est très générationnel chez nous, hein. Des fois, on a des générations exceptionnelles avec des moissons énormes et des fois des petits creux. Là, en ce moment, il y a un creux qui se profile et il se profile pour Paris 2024. C'est pas une bonne nouvelle, donc je pense qu'on va avoir besoin des anciens, là. Il y a une formation véritablement dans les clubs, il y a du suivi. Oui, mais ça revient toujours aux mêmes questions de moyens, quoi. Malheureusement, c'est que l'aviron français repose sur le bénévolat, essentiellement. Moi, j'ai atteint le top niveau national avec un bénévole. Voilà. Et après, le dispositif fédéral a pris la suite. Mais le boulot était fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont hérité d'un athlète qui était formé, quoi. Donc ça repose énormément sur les petites structures, les petits clubs. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas les gros clubs français, les grosses écuries. Enfin, pour moi, c'est mon exemple, je viens d'un tout petit club. Je pense que c'est dans ces petites cellules-là que se fait la performance, la très haute performance de demain. Voilà, avec peu de moyens, mais beaucoup de passion. On a passé un bon moment ensemble, on a essayé d'aller chercher un petit peu, on vous a un peu fouillé, on est allé un petit peu dans ce qui ne se dit pas tous les jours. Le but, c'était aussi de connaître un peu votre coulisse. Votre pronostic pour les Jeux, Alexandra? Oui, pour vous. Cette médaille, là, cette fois-ci, vous allez la décrocher. Pour l'équipe de France de hand et pour vous, médaille d'or. Voilà, et ben voilà. C'est le mot de la fin. Merci à vous, mesdames, messieurs. Si vous voulez profiter de nos sportifs, ils sont là pour vous, ils peuvent faire des selfies, ils peuvent répondre à vos questions, ils peuvent prendre un verre avec vous. Merci. Merci à vous, Alexandra Lacrabert. Merci à... J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Mathieu. Et Hugo. Merci beaucoup.